Hop, et bah du coup c'est parti. Donc bonjour à tous. Enchanté de vous recevoir pour ce premier webinaire qu'on fait chez Sysfarm. L'objectif de ce rendez-vous, de ce petit webinaire, pardon, c'est de vous représenter un peu justement la contribution au carbone agricole, son fonctionnement et aussi un peu comprendre le fonctionnement qui est plus propre à Sysfarm. Pour cela, on aura un peu deux grandes phases dans ce webinaire-là. La première phase, c'est que je vous présente un peu de façon assez théorique le fonctionnement de la contribution carbone et aussi le fonctionnement des leviers et des co-bénéfices qu'on a avec des projets de contribution carbone agricole, le fonctionnement vraiment agroécologique d'une ferme. Et on a Antoine et Marjolaine qui sont aujourd'hui sur la ferme d'Antoine, donc notre ferme pilote qui est à 1 heure de Paris, sur le terrain pour vous montrer en fait visuellement ce qui se passe dans un champ. Donc on essaie de faire un peu un webinaire façon C'est pas sorcier. Donc ils sont actuellement dans le champ et donc ils pourront intervenir aussi pour vous présenter les leviers concrètement. Avant toute chose, peut-être hop, vous refaire une petite présentation sur le contexte. Aujourd'hui, sur pourquoi on a un marché justement sur cette contribution carbone agricole. C'est parce que, et je pense qu'aujourd'hui tout le monde le sait à peu près, mais on est sur une stratégie nationale bas carbone suite aux accords de Paris qui vise une neutralité de carbone à l'échelle du territoire français en 2050. Et donc cela implique d'éviter de réduire fortement nos émissions, mais aussi de renforcer l'absorption de carbone qu'on peut avoir sur le territoire français, notamment lié à la forêt et à l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est aussi un peu il y a une double problématique parce que l'agriculture est aussi responsable de 21% des émissions de l'État, enfin à l'échelle du territoire français, mais c'est aussi en fait un vrai puits à carbone sur lequel on peut jouer. Et donc tout l'enjeu, c'est de passer le secteur de l'agriculture d'un secteur qui est net émetteur à un secteur qui est net stockeur. Donc partant de ce constat-là, il y a maintenant 4 ans, j'ai cofondé avec Antoine la société Sysfarm, qui se veut une approche très verticale sur l'accompagnement justement du monde agricole sur ces sujets de transition agricole et aussi de contribution agricole. Donc on a différents métiers pour ça. Le premier, c'est qu'on va développer nous-mêmes les bilans carbone chez les agriculteurs. Donc on travaille pour ça avec un réseau de partenaires terrain qui sont des coopératives, des négociations agricoles qui en fait réalisent les bilans carbone des agriculteurs et qui vont à la fois modéliser les émissions d'une ferme, mais aussi le stockage carbone sur la ferme. Et tous nos rôles sur cette partie bilan carbone, c'est de sélectionner les bons leviers qu'on vous montrera juste après pour justement enclencher une transition sur l'exploitation agricole. On a aussi un métier qui est le suivi administratif des dossiers. Ça, je reviendrai aussi dessus sur les certifications et les labels qu'on utilise chez Sysfarm. On est aujourd'hui 100% sur du label bas carbone et sur de la norme ISO, qui est plutôt là pour la partie filière. Et enfin, on a un troisième métier, c'est créer du lien entre des entreprises contributrices qui veulent s'investir dans de la contribution carbone locale et de qualité et les agriculteurs, et en fait aussi reconnecter ce monde-là entre le monde agricole et parfois le monde des entreprises au sein d'un même territoire, mais qui parfois se croisent sans vraiment se comprendre ou discuter ensemble. Donc ça, c'est aussi une vertu de nos projets, c'est de recréer du lien social sur ces territoires-là. Pour vous donner quelques chiffres aujourd'hui, parce qu'on n'est quand même pas sur des projets à la marge, on est quand même sur des projets qui ont des potentiels de réduction qui sont assez colossaux. On a aujourd'hui 1500 agriculteurs qu'on a accompagnés dans un bilan carbone et on a réussi à projeter sur le label bas carbone aujourd'hui 515 000 tonnes de CO2 qui sont potentiellement générées car les projets sur le label bas carbone durent minimum 5 ans. Si je rentre un peu plus dans la partie technique, sur la partie des leviers bas carbone, aujourd'hui, et c'est là où le rôle de Sysfarm il est assez modeste, et c'est qu'en fait, on n'a pas réinventé la roue. On est sur des leviers qui sont nature-based solutions. Donc en fait, c'est des leviers qui sont d'abord là pour un intérêt agronomique pour l'agriculteur, c'est-à-dire les couverts végétaux, les engrais organiques qui vont plutôt apporter aussi une fertilisation naturelle pour le sol.
et qui ont aussi en fait un impact carbone qui est très intéressant parce qu'on va à la fois avec les couverts végétaux développer de la biomasse, ce qui nous permet en fait de capter du CO2 pendant la photosynthèse du couvert végétal. Et donc un couvert végétal, c'est une culture qui est installée entre deux cultures de vente, historiquement sur un sol qui était laissé à nu par les agriculteurs. Et là, on vient justement mettre un mélange de couverts. Donc la photo à gauche, ce n'est pas un champ de tournesol, mais c'est bien un couvert végétal qui s'est bien développé, donc qui a fait beaucoup, beaucoup de photosynthèse, et donc naturellement, par la respiration des végétaux, qui a capté beaucoup de CO2. Et on a aussi d'autres leviers comme les légumineuses, donc tout ce qui va être févrole et pois, qui sont des plantes assez intelligentes, car elles n'ont pas besoin de fertilisation minérale à côté. Donc on ne va pas mettre de l'azote, qui sont souvent des produits chimiques très carbonés. Et donc ça va permettre aussi de réduire le bilan carbone de l'exploitation. Et Antoine, je ne sais pas si vous m'entendez avec Marjolaine, mais est-ce que tu peux nous montrer concrètement aussi les bénéfices d'un levier sur le terrain? Normalement, je pense qu'on m'entend. Il y a un Ouais, petit peu, il y a une voiture, il y a une nationale à côté. Normalement, vous devez m'entendre. ouais, on Euh, t'entend bien. Très bien, parfait. Du coup, donc, bienvenue sur mon exploitation. Donc, on est sur la commune de Grand Puy, Bailly-Carrois, en Seine-et-Marne. Et donc là, on se trouve actuellement dans une parcelle qui a été récoltée cet automne. C'était un maïs. Et dans les pratiques que l'on met en place sur l'exploitation, des pratiques d'agriculture régénérative, on fait le choix de ne plus du tout travailler le sol. Et pourtant, on est sur un sol qui a 40% d'argile. Donc, ce sont des sols qui sont souvent très lourds, etc. Et donc là, en fait, on peut voir qu'il y avait les rangs de la culture d'avant, le maïs. Et on distingue un petit peu, normalement, à la caméra, le blé qui a été semé directement dans la culture de maïs. Et en fait, on a fait le choix de ne plus du tout travailler le sol. Et donc, on constate que le sol, aujourd'hui, il est protégé de tous les résidus de la culture d'avant. Et donc, il est protégé contre tous les aléas, que ce soit de la pluie, que ce soit les températures, le gel ou quoi que ce soit. Donc là, bien évidemment, il a gelé cette nuit. Mais on voit que le sol qui est juste en dessous, il est protégé. Et donc, il y a des endroits, donc on observe les turicules de vers de terre. Voilà, on observe tous ces éléments-là. Et donc, ça, c'est vraiment une de nos pratiques euh, que l'on a mis en place. On est passé d'un système où on labourait systématiquement chaque année, chaque parcelle. Et donc, rien que de passer sur ce système-là, on n'a pas fait de perte de rendement. En tout cas, on a réduit nos consommations de carburant d'environ 50-60%, parce que le labour consommait notamment énormément de carburant. Donc ça, voilà, donc toutes nos parcelles, là, les autres parcelles sont cuites de cette façon-là pour l'implantation des céréales d'hiver. On va essayer de prendre le temps d'aller voir une autre parcelle qui est conduite différemment pour d'autres types de cultures. Et donc là, voilà, on voit bien les résidus du maïs, le sol qui est protégé. Donc là, il peut pleuvoir une quantité importante. Ce ne sera pas un problème. Hein. On est en petites chaussures, il n'y a aucun souci, il pourrait pleuvoir. Il y a une bonne portance du sol, notamment du fait que l'on ne touche plus à la structure du sol, on ne déstructure plus avec le travail du sol. Et est-ce que tu peux nous parler, Antoine, des co-bénéfices aussi, ou des leviers qui étaient présents sur cette parcelle-là, et les co-bénéfices que tu peux associer à ce levier-là que tu avais sur cette parcelle-là? Ouais, alors donc sur cette exploitation, on a plusieurs cultures principales à l'échelle de la rotation. Donc on a du blé, du maïs, de l'orge, un petit peu de févrole et un petit peu de luzerne. Et en fait, donc les co-bénéfices sont à l'échelle globale du système. Mais donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même grandement diminué nos émissions dues au travail du sol et on a augmenté les notions de séquestration de carbone. Parce que là, actuellement, c'est un blé et derrière, je referai une culture de printemps. Avant cette culture de printemps, je mettrai en place un couvert végétal. On va aller voir un exemple dans une parcelle juste à côté où justement ça a été un couvert végétal et comment est-ce que l'on implante une culture de printemps sans détruire la structure. Ok, et ben, je vais reprendre la visio juste le temps que tu te rentres dans le champ, et je te reprends juste après.
Hop, hop là. Touc. Hop, et donc je reviens sur mes petits leviers bas carbone que Antoine vous a montré. Donc là, vous avez vu surtout les résidus de culture de la culture du précédent. Et donc là, Antoine est parti après pour vous montrer un autre champ. Et moi, pendant ce temps-là, je vais avancer un petit peu parce que, donc en effet, on a des leviers bas carbone. Donc nous, on mesure avec nos bilans carbone pour voir un peu l'impact CO2 de ces bilans carbone à l'échelle de la ferme et comment on améliore du coup la séquestration carbone dans les sols. Et à côté de ça, on a aussi du coup des co-bénéfices qui sont très importants pour nous, vu qu'on est aussi sur des crédits carbone qu'on veut de qualité. Et donc, c'est aussi obligatoire, notamment quand vous travaillez avec des projets sur le label bas carbone, de mesurer tout un tas de co-bénéfices, notamment externes aussi au CO2, pour pas voir comment, sous condition de faire du carbone, on peut détériorer les éco-bénéfices. Par chance, c'est très rare que ça arrive, mais voilà, nous, on veut les suivre aussi. Donc, on va aussi regarder comment on limite la pollution des eaux, donc sur la qualité de l'eau, mais aussi sur la quantité d'eau qu'on va consommer avec la mise en place des leviers bas carbone sur la ferme. On regarde comment on lutte contre l'érosion des sols, notamment en protégeant la structure du sol. Donc, plus un sol, vous allez avoir des déchets, de la matière organique, des racines, etc., plus le sol va bien se maintenir et éviter d'avoir un lessivage des sols et du coup une perte aussi de la qualité du sol qui vont du coup s'enfuir vers les nappes phréatiques. On va aussi contrôler la qualité de l'air de nos projets, donc notamment tout ce qui est émissions d'ammoniac. Comment avec le projet on va mettre moins de fertilisation minérale et du coup moins d'émissions d'ammoniac. On regarde bien sûr aussi la pression phyto. Est-ce que le projet permet aussi de réduire le nombre de passages de pesticides ou de phytosanitaires sur la ferme? Et enfin aussi, donc un des co-bénéfices qui est assez important à nos yeux, ça va être toute la partie biodiversité. Donc la biodiversité, c'est un terme qui est assez large et du coup, nous, on va regarder différents types de sujets sur la biodiversité. Le premier, c'est la flore. Ça va être la diversité des cultures qu'on va retrouver sur l'exploitation agricole, la diversité des familles entre des légumineuses, des graminées, même aussi des céréales, des tubercules, etc. Donc avoir des rotations assez longues pour lutter aussi naturellement contre la pression des mauvaises herbes ou des animaux qui sont des envahisseurs. Et après, sur la partie faune, en fait, on va aussi regarder comment on met en place des plantes mellifères qui permettent de faire durer la vie, notamment des pollinisateurs. Donc ça, c'est la partie un peu co-bénéf aussi qu'on mesure sur nos projets et ce qui fait la qualité aussi des projets quand vous travaillez sur des projets de crédit carbone sur le label bas carbone. Hem, hop, je vais passer pour vous parler à peu près aussi sur la partie label et certification. Quand vous êtes une entreprise et que vous vous posez la question aussi de quel standard, parce qu'il en existe aujourd'hui, je pense, une bonne cinquantaine dans le monde de standards de compensation. C'est très important de choisir des labels et des certifications qui sont reconnus pour éviter les sujets, notamment de greenwashing. Et donc, nous, chez Sysfarm, on a pris le parti de suivre le label bas carbone. Donc, le label bas carbone, qui est le label mis en place directement par l'État français et géré par le ministère de la Transition écologique et qui en fait regroupe tout un tas de méthodologies à la fois en agricole comme en forêt. Et par exemple, Sysfarm aujourd'hui est certifié conforme sur la méthode agriculture côté grande culture, donc pour les cultures plutôt à la parcelle, et aussi côté élevage bovin. Donc ça fait qu'on peut à la fois chez Sysfarm faire des bilans carbone d'un élevage bovin comme d'un agriculteur en grande culture, et on peut aussi faire reconnaître son projet directement sur le site du label bas carbone. Et ça, je pourrais vous emmener aussi après sur le site du label bas carbone. On a aussi développé une nouvelle norme, enfin c'est surtout certifié une nouvelle norme qui est la norme ISO, qui elle s'adresse plutôt aux structures en filière et qui sont soit engagées sur des trajectoires SBTi ou avec le JSG protocole. Et donc notamment la norme ISO 14067 permet en fait de nous donner une empreinte carbone produit de matière agricole
Donc en fait, se dire que voilà, un blé émet 200 kg de CO2 par tonne de produit et que ça soit ce calcul normé ISO 14067. Comme ça, l'entreprise, notamment dans son scope 3, peut dire que sa matière première agricole est ce blé-là égale à voilà, 200 et quelques kilos de CO2 par tonne de produit. Donc, et donc, c'est en effet aussi compliance avec le GHG protocole et des stratégies SBTI. Et donc ça, vous l'aurez compris, c'est plutôt une approche pour les gens qui ont des matières premières directement connectées, des matières premières agricoles directement connectées dans leur chaîne de valeur. Antoine, je ne sais pas si tu peux reprendre la main, si tu peux nous montrer l'autre champ que tu voulais nous montrer. Et je crois que oui, donc je vais arrêter mon petit partage et je vais te redonner la main. Tu as activé le son, c'est bon? C'est bon, on vous entend. Parfait. Ouais, donc désolé, donc là on se retrouve de l'autre côté de la route. Et donc là, je voulais vous montrer donc une parcelle qui était comment dire, qui était une orge juste avant. On voit qu'il y a plein de résidus de paille, notamment sur le sol, et qui là en fait va être un maïs. Et en fait, donc on a fait le choix donc de ne plus labourer pour demain implanter un maïs, mais on a fait ce qu'on appelle le passage d'un strip-till. C'est une seule dent qui va venir, qui a été travaillé, qui a travaillé tout un horizon sur là où va être plantée la graine demain. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec des GPS, etc. Et donc vous avez le deuxième rang du maïs avec un certain écartement qui va être ici. L'essentiel de cette pratique-là, donc là on avait semé un couvert végétal cet hiver que l'on a broyé, dont vous voyez certains restes. On voit voilà, des radis, de la févrole, des restes de févrole. Et en fait, l'essentiel, c'est aussi de bien voir que même dans ces cas de figure-là, pour des cultures de printemps, on sait adapter nos pratiques et on sait à nouveau protéger les sols. Là, c'est dans la même chose. On voit que le sol est bien protégé de tous les résidus des cultures et donc il peut pleuvoir à nouveau. Donc là, on voit toutes les galeries des vers de terre, toutes les perforations. Et donc là, on sait que c'est un sol qui est à la fois protégé et qui à la fois est nourri. Et donc là, on trouve le maïs qui était présent il y a 3 ans et en fait qui finit de se dégrader. Donc vous avez nettement moins de résidus de maïs que dans l'autre parcelle, mais on en trouve encore. Et donc on laisse vraiment le temps que tout soit valorisé. Donc voilà, et donc on a une structure de sol qui, malgré le gel, etc., est tout à fait malléable et dont on voit bien toutes les perforations des vers de terre et dont on ne veut surtout pas venir déstructurer ce qu'ils font. Ce sont nos amis. Voilà. Hop, parfait. Merci Antoine. Du coup, je te reprends la main. Hop, hop là, tac. Hop là, hop. Hop, j'espère que vous voyez toujours bien mon écran. Tac. Et donc, pour faire suite, du coup, après avoir vu un peu les standards, les leviers et aussi les co-bénéfices des projets qu'on porte avec les agriculteurs, je pense qu'il y a aussi un vrai intérêt aujourd'hui dans des stratégies RSE, notamment des entreprises qui aujourd'hui doivent répondre aussi à des normes de CSRD ou voire même par décret ou qui voudraient simplement faire de la contribution volontaire pour justement avoir un impact climatique local et que ce soit un impact assez beau, aussi avec du lien social, notamment avec l'agriculteur. Donc voilà, nous, on vous propose voilà, d'intégrer dans votre stratégie RSE, de soutenir une transition durable sur des projets français qui sont vraiment au sein de vos territoires avec notamment de nombreux co-bénéfices. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir en fait transitionner vers de nouveaux modèles agricoles. Voilà, parce que l'agriculture, ça reste quand même le premier métier qui permet de nourrir l'homme. Du coup, voilà, si vous voulez intégrer ça dans votre stratégie RSE, ça vous permet voilà, de soutenir une transition d'un secteur qui permet aussi à la fois de capter le CO2, peut-être en compensation des émissions de vos structures. Vous pouvez aussi choisir des projets sur mesure. Donc ça, c'est vraiment, après, je vous montrerai un peu pour aller plus loin sur notre site internet, comment vous pouvez sélectionner des projets vraiment dans votre région en sélectionnant l'éco-bénéfice. Et on a vraiment des projets de toute taille, des projets avec des agriculteurs ou plusieurs agriculteurs. Donc ça, on travaille avec beaucoup d'agriculteurs différents. Et aussi, donc, pour nous, ce qui est très important quand on a créé Sysfarm, c'était de pouvoir reconnecter justement l'agriculteur et que l'agriculteur puisse en fait faire savoir un peu toutes les pratiques qu'il met en place sur sa ferme
et qui puisse échanger avec des gens qui ne sont pas forcément de sa profession et qui puissent rencontrer du coup des collaborateurs de grands groupes ou d'entreprises. Donc on fait des visites souvent avec nos partenaires qui financent nos projets annuels et on invite aussi leurs collaborateurs à venir voir la ferme. Et enfin, on a aussi un point qui nous tient assez à cœur, c'est d'avoir une rémunération juste pour les agriculteurs. En 2024, 82% des financements qu'on a reçus ont été redistribués directement aux agriculteurs, ce qui, je pense, qu'on fait de Sisfarm une des entreprises les plus redistributives directement pour les agriculteurs sur ce marché-là. Et il y a aussi parfois entre deux une commission qui peut être prise, notamment par la coopérative avec qui on travaille, qui suit agronomiquement l'agriculteur sur le terrain. Hop. Tout ça pour vous dire que aussi les projets, c'est sur le long terme. Les projets durent minimum 5 ans. C'est 5 ans pendant lesquels l'agriculteur, chaque année, va remettre en place ses leviers, donc ses couverts intermédiaires, sa fertilisation organique, et il va répéter le projet. Donc il y a des coûts nécessaires, notamment à la transition, qui sont assez élevés et dont le crédit carbone ne permet pas de compenser l'entièreté des coûts, mais permet au moins de se faire une petite marge de sécurité. Et donc les projets durent 5 ans. On a un phasage de projet, justement, on va designer avec l'agriculteur et aussi avec l'entreprise un peu le projet qu'ils veulent voir et qu'ils veulent accompagner. L'agriculteur, pendant ce temps-là, lui, il va voir le projet qu'il peut mettre en place sur sa ferme. On déroule le projet pendant 5 années. Donc nous, nos premiers projets vont sortir de terre et vont être finis en 2027. Et donc on avait lancé des premiers projets en 2022. Et au bout des 5 ans, on a une reconnaissance officielle du crédit carbone par le label bas carbone et on peut récupérer automatiquement les crédits carbone. On peut, dès le début du déroulement du projet, en tant que financeur d'un projet label bas carbone, se référencer sur le site du label bas carbone et se positionner en tant que financeur ou sponsor de ce petit projet agricole qu'on finance. Hop. Sur l'écosystème d'un projet label bas carbone, vous l'aurez compris, nous on essaie d'être très vertical aussi pour éviter parfois des frais qui sont inutiles, et ça permet aussi de vite redescendre la data et de bien communiquer entre une entreprise, un agriculteur et aussi l'État avec qui on travaille justement pour la certification de nos projets. Donc nous on veut vraiment être un peu un opérateur, un socle unique, le pivot en fait de ces projets-là. Ce qui nous permet à la fois, côté agriculteur, de leur donner beaucoup de visibilité sur les attentes du marché d'un point de vue crédit carbone, quel type de crédit carbone les entreprises veulent acheter, quel type de projet, quelle sensibilité ils ont sur les projets agricoles qu'ils veulent financer. Et ça nous permet aussi d'être très réactifs quand une entreprise nous donne un cahier des charges assez précis, de vite sourcer, soit avec nos partenaires coopératives et négoces, des agriculteurs qui répondent à ce cahier des charges-là. Et d'un point de vue aussi gestion administrative, et ben en fait, on a toutes les données côté agriculteur. Donc pour labelliser les projets, les certifier, c'est aussi assez fluide de notre côté. Donc voilà, si c'est une bonne image pour expliquer un peu le positionnement de Sisfarm à ce niveau-là. Et on va rentrer dans un cas assez pratique, la ferme de François Terrier, qui est un agriculteur qui a un bilan carbone qui est négatif. Donc en termes de régénération, on est quand même bien avancé, c'est-à-dire que plus il produit quasiment de produits ou qu'il a d'hectares sur sa ferme, plus il va à la fois séquestrer du CO2, donc il va retirer du carbone de l'atmosphère, donc ça c'est assez vertueux. Donc François, c'est un agriculteur biologique. Pour information, on a qu'aujourd'hui, je pense, 15% des agriculteurs avec nous qui sont biologiques. On a aussi des agriculteurs qui sont dans des démarches d'agroécologie, mais pas forcément sous le label biologique. Mais nous, on ne veut pas porter de jugement. On travaille avec tout type d'agriculteurs. Ici, François, il a touché 90% du financement de l'entreprise qui l'a accompagné. Et l'entreprise en question, c'était le groupe Kering, qui est un groupe de mode et de luxe. Et le groupe Kering, ce qui était très intéressant quand je vous disais sur la partie sur mesure des projets, c'est qu'ils sont venus avec un cahier des charges qui était d'avoir des agriculteurs qui font du lin fibre, parce que c'est aussi dans leur chaîne de valeur au groupe Kering d'acheter du lin fibre, notamment pour toutes leurs affaires et les textiles. Et donc du coup, on a trouvé 13 agriculteurs
qui répondaient au cahier des charges du groupe Kering, et dont François. Et on a aussi eu l'occasion de faire découvrir au groupe Kering la ferme de François il y a maintenant 2 ans, et ils sont revenus, je crois, l'année dernière sur notre ferme pour visiter un peu voilà, les projets qu'ils sponsorisent et comprendre quel a été l'impact de leur financement pour l'agriculteur. Surtout cette année, on a eu des années assez difficiles, donc les crédits carbone en tant qu'outil financier de la transition étaient vraiment le bienvenu sur ces exploitations-là. Et donc pour vous montrer à peu près les projets, donc en bas à gauche, vous voyez du lin en fleurs, donc au 15 juin. Donc c'est une plante assez exceptionnelle, avec une technique qui est vraiment propre à sa culture, et c'est une culture qu'on retrouve beaucoup en Normandie et en Hauts-de-France. Et vous voyez aussi des couverts végétaux, donc ici dans la photo en haut à droite, un couvert, et des techniques propres à l'agriculture biologique, notamment François qui a aussi ici une herse étrille pour éviter en fait de désherber chimiquement. On va désherber mécaniquement avec cette petite herse entre les rangs, sans abîmer les cultures. Donc voilà, ça c'est des outils technologiques aussi qui ont un coût, et donc c'est pour ça aussi que le financement parfois de la transition, ça permet aussi d'acheter du matériel qui permet à l'exploitation de se décarboner. Ça, c'était un peu l'exemple. Et si je dézoome à l'échelle de la cartographie des projets de Sisfarm, aujourd'hui, on a des projets dans toute la France, sauf en Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que sur des méthodologies grande culture et élevage, on a du mal à y aller. On a du mal à trouver des projets, et notamment aussi en Corse, pour les mêmes projets, pour les mêmes raisons que la région PACA. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez directement sur le site, alors hop, attendez, hop, ça arrive, sur le site de Sisfarm, en fait, vous avez un bloc qui est public, hein, où vous pouvez rechercher des projets par département, par type de culture, par co-bénéfice, par volume maximum, ou aussi par budget maximum. Et si je prends n'importe quel projet au hasard et que je clique dessus, vous avez la ventilation entre le stockage carbone du projet, la réduction d'émissions du projet, le gain carbone total, l'éco-bénéfice du projet, et donc de façon très transparente pour nous aussi, la rémunération. À qui va la rémunération quand vous financez un projet avec Sisfarm? Ce que je vous disais aussi tout à l'heure par rapport au label bas carbone, vous retrouvez tous nos projets labellisés directement sur le site du label bas carbone. Et quand je prends un projet comme celui en Nouvelle-Aquitaine, le numéro 4, 1768 tonnes de CO2 économisées, et vous pouvez en fait voir qui est le financeur référencé sur ce projet-là, et quel pourcentage du projet il prend. Donc voilà, ça c'est aussi une qualité, une vérification, une certification supplémentaire de nos projets, parce qu'ils sont directement aussi visibles sur le site voilà, du label bas carbone.ecologie.gouv.fr, et donc ça donne aussi une qualité et une traçabilité assez efficace du projet. Et enfin, pour ceux qui sont plutôt intéressés sur la partie filière, je voulais vous montrer en dernier lieu l'outil Sisfarm. Et donc aujourd'hui, vous montrer qu'en fait, on est capable à la fois de faire des bilans label bas carbone grande culture, des bilans label bas carbone élevage bovin, des bilans filière grande culture, où là, on va vous sortir un facteur d'émission par culture, et aussi la même chose pour le bilan filière élevage bovin. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est le seul outil en France à maîtriser ces 4 types de bilans pour répondre à un maximum de besoins sur des sujets de transition. Donc je vais revenir juste sur ma petite slide. Hop. Et pour moi, j'ai fini la présentation, et je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Hop. Parce que moi, je ne vois pas les questions. Est-ce que Marjolaine, tu vois les questions de ton côté? Alors oui, moi j'y ai accès et pour l'instant, il n'y en a pas encore. Donc je ne sais pas s'il y a des questions ou si tout est clair pour vous. On va attendre 2 petites minutes, mais sinon, on pourra finir à ce moment-là. Hop. Non, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de questions que ça. Soit les gens sont déjà partis manger. Mais en tout cas, juste pour finir, vous avez
ici la possibilité d'avoir le contact à la fois d'Antoine et de moi. Et donc, vous pouvez nous contacter si besoin. Voilà. Écoutez, je vous remercie et je vous souhaite... Ah, combien en euros? Attends, on a une question. Combien en euros pour l'agriculteur? Alors ouais, la question sur les crédits carbone, aujourd'hui, on commercialise un crédit carbone en moyenne pour un agriculteur, on va être entre 30 et 34 euros. Oui, on avait mis en pourcentage. Alors après, c'est pour des soucis quand même de pas tout montrer non plus en ligne, mais aujourd'hui, on commercialise nous les crédits carbone à 40 euros tonne avec la marge de 6 fermes compris. Et en moyenne, pour un agriculteur, on va être entre 30 et 34 euros tonne de rémunération par crédit carbone. Et sachant qu'on va générer environ 1,2 crédit carbone par hectare. Voilà. Voilà pour la petite réponse économique. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Eh ben, je vous remercie à vous, merci de votre présence et je vous souhaite un bon appétit. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire une demande aussi directement depuis le site internet. Et autre question, pardon. Les agriculteurs touchent chaque année les crédits carbone. Alors oui, particularité du monde agricole, en effet, vis-à-vis de la partie forêt. Nous, on est beaucoup plus agile parce qu'en fait, les cycles en agriculture sont annuels. Donc, annuellement, on peut faire une mesure de ce qui s'est passé sur l'année d'un point de vue génération crédit carbone sur la ferme. Et donc, on peut aussi rémunérer annuellement les agriculteurs. On n'est pas obligé d'attendre les 5 années. On n'a pas aussi de souci un peu comme sur la forêt d'assurance au cas où je ne sais pas comment dire ça, mais la forêt brûle ou voilà, une maladie et on perd tout le projet. Comme on est sur un tracé annuel, il y a des années qui peuvent être bonnes, d'autres moins bonnes, mais en fait, on peut se réajuster en permanence. Et ce qui permet aussi d'avoir une certaine agilité et de rattraper parfois du retard. Pour l'instant, on a la chance d'avoir eu des années pluvieuses, donc ça fait que les biomasses découvertes sont excessives par rapport à ce qu'on avait anticipé. Et donc, on a eu plus 43 de performance sur nos projets l'année dernière. Mais voilà, ça veut dire aussi qu'on aura peut-être des mauvaises années. Il faut l'anticiper. Et ça, donc, nous, on contrôle annuellement les projets des agriculteurs. Et écoutez, je vous invite à nous contacter directement si jamais vous voulez en savoir plus. Merci de votre présence. C'était une première pour nous. Et donc, on en fera d'autres aussi, notamment, je pense, au mois de septembre, quand on aura découvert qui nous permettront peut-être même plus de voir Antoine dans le champ. Et aussi, il fera, je pense, plus chaud pour eux deux. Donc, merci à Marjolaine et Antoine qui étaient sur le terrain. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.